Préparez-vous, car aujourd'hui, malheureusement, vous allez mourir de rage et perdre espoir en l'humanité. Dans les années 30, dans le sud des États-Unis, une maladie mystérieuse a commencé à attirer l'attention des autorités. Dans des régions pauvres, notamment parmi les communautés noires de l'Alabama, des personnes ont présenté des symptômes étranges. Certaines avaient des plaies, d'autres des douleurs, certaines perdaient leur force et, au fil des années, d'autres commençaient à avoir des problèmes cardiaques, de vue, au cerveau et, dans certains cas, la personne dépérissait tout simplement. Regardez. Et pensez au contexte. Les États-Unis, dans les années 30, la Grande Dépression, une pauvreté extrême, la ségrégation raciale, des hommes noirs travaillant dans des plantations de coton, pris dans un système qui, en pratique, ressemblait à une continuation de l'esclavage sous un autre nom. Des gens qui, bien souvent, n'avaient pas accès à un médecin, n'avaient pas d'argent pour les médicaments, n'avaient pas de moyens de transport et n'avaient rien du tout. Alors, quand des prospectus ont commencé à apparaître dans la région de Tuskegee, en Alabama, offrant des soins médicaux gratuits, des analyses de sang, des traitements, le transport, de la nourriture pendant la consultation et même une aide pour les frais funéraires. Pour beaucoup, cela paraissait une bénédiction, une opportunité. Une aide gouvernementale enfin pour se toujours ignorer. Mais comme le disait l'ancien président américain, les 9 mots les plus effrayants de la langue anglaise sont « Je suis le gouvernement et je suis ici pour vous aider ». Je pense que vous savez tous que j'ai toujours pensé que les 9 mots les plus terrifiants de la langue anglaise sont « Je viens du gouvernement et je suis ici pour vous aider ». Cette histoire en est un exemple clair et un bon message pour ceux qui croient encore que le gouvernement vous veut du bien et a toutes les solutions. On va m'insulter. Certaines personnes, et pour ceux qui croient encore. Salut à tous, je suis Su, bienvenue sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires bizarres, affaires criminelles, théories du complot et curiosités, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et aimer, commenter, partager, parce que tout ça nous aide beaucoup ici sur la chaîne. D'accord ? Allez, on passe à la vidéo. Imaginez la scène. Un homme qui sort tôt de chez lui après une semaine entière à travailler au champ, avec des vêtements simples, le corps fatigué, la famille à la maison qui l'attend. Il apprend que les médecins du gouvernement soignent gratuitement les personnes noires, et ce sont de vrais médecins. Des blouses blanches, une voiture officielle, du papier à en-tête, une infirmière, des examens. Pour quelqu'un ayant à peine accès aux soins de base, c'était presque du luxe. Le dépliant affichait une phrase simple. Vous pouvez vous sentir bien et malgré cela, avoir ce qu'on appelait le bad blood. Bad blood, ou traduit en portugais, c'est sanguérume. Et c'était le terme populaire utilisé à l'époque pour décrire plusieurs choses différentes. Ça pouvait être de l'anémie, de la fatigue, des douleurs, bref, n'importe quoi. Aujourd'hui, on appelle tout ça une virose, n'est-ce pas? Vous allez chez le médecin pour un mal de tête, virose, de la fièvre, virose, genou tordu, os cassé, virose. Pour les médecins, tout est une virose, non? Revenons-en. Ce détail est crucial, car les patients entendaient, vous avez ce qu'on appelait le bad blood. Quelque chose de vague, confus, général, qui fait penser « c'est dans mon sang, mais les médecins gèrent ». Alors, le cycle commençait. Ils allaient à l'endroit indiqué, faisaient la prise de sang, recevaient un repas offert. Parfois, ils recevaient de l'aspirine, des toniques, des vitamines, des pommades, quelques médicaments. Ils consultaient et étaient suivis durant des années. Et certains subissaient des procédures douloureuses, y compris des ponctions lombaires, c'est-à-dire lorsqu'une aiguille est insérée dans la région de la colonne vertébrale pour prélever du liquide et faire une analyse. Nous essayons de comprendre ce que vous avez. Nous prenons soin de vous. Continuez à venir. Ne consultez pas un autre médecin. Faites confiance au programme. C'est ce que les patients entendaient à chaque consultation. Et les années passaient. 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et cette maladie mystérieuse ne s'améliorait pas. Bien au contraire. N'est-ce pas, Ben? Certains hommes ont commencé à aller plus mal. Certains sont devenus aveugles. Certains ont développé des problèmes neurologiques. Certains avaient été des lésions au cœur. Certains ont été placés en institution à cause de la démence. D'autres sont morts. Et les familles ne comprenaient pas. Pourquoi ces hommes étaient-ils traités? Ils étaient entre les mains des médecins. Entre les mains du gouvernement. Et c'est ici que l'histoire commence à devenir profondément révoltante, mes amis. Regardez bien. Parce que ce n'est pas que les médecins n'arrivaient pas à découvrir ce qu'ils avaient. Ils savaient. Ils l'ont toujours su. Ce qu'ils appelaient bad blood avait un nom, la syphilis, une infection bactérienne sexuellement transmissible. Sexuellement transmissible qui, lorsqu'elle n'est pas traitée, peut rester cachée dans le corps pendant des années, puis attaquer les organes, le cœur, le système nerveux, le cerveau, la vue et entraîner la mort. Et le pire, c'est que le gouvernement n'essayait pas de découvrir comment guérir ces hommes.
parce qu'il existait déjà des traitements efficaces contre l'infection. L'objectif était justement le contraire. Ils voulaient observer ce qui arriverait au corps humain si la syphilis était laissée sans traitement. C'était ça. Ces hommes n'étaient pas des patients, ils étaient des cobayes. C'est vraiment horrible. Le nom officiel de l'étude, traduit en portugais, était quelque chose comme l'étude de la syphilis non traitée chez les hommes noirs. Ce n'était pas un accident, c'était un projet. Un projet du service de santé publique des États-Unis en partenariat avec l'Institut Tuskegee, qui est aujourd'hui l'Université de Tuskegee. Environ 600 hommes noirs ont été impliqués. Parmi eux, 399 avaient la syphilis. Les 201 autres n'en avaient pas et servirent de groupe témoin. Ces tests et examens gratuits que le gouvernement proposait servaient justement à découvrir qui était déjà infecté. Ils étaient déjà malades lors de leur recrutement, sans avoir été infectés directement par les médecins. Cela n'en rend pas l'histoire moins monstrueuse. Les médecins ont découvert qu'ils avaient eu la syphilis, ont caché le diagnostic et les ont privés de traitements adéquats pendant 40 ans, oui 40 ans. Certains mariages ou crédits ne durent pas aussi longtemps, mes amis. Mais un mensonge médical, soutenu par le gouvernement, a duré 4 décennies. Regardez ça. Au début des années 30, les traitements contre la syphilis n'étaient pas merveilleux. Ils étaient lourds, parfois toxiques, causaient des effets secondaires et étaient moins simples qu'aujourd'hui. Mais il existait un traitement. Les médecins savaient que la maladie était traitable, puis la pénicilline est arrivée quelques années plus tard, sans laisser d'excuses. Elle a révolutionné la médecine. Elle est devenue le traitement standard pour la syphilis. Une infection qui auparavant pouvait détruire une personne au fil des années avait désormais un traitement beaucoup plus efficace. Et malgré cela, ils n'ont pas donné de pénicilline aux hommes à tuk-tuk. Au contraire, lorsque le traitement est devenu plus accessible, l'étude a continué. Alors que ces hommes auraient pu être soignés, ils ont été laissés dans l'ignorance. Les médecins locaux avaient reçu l'instruction de ne pas traiter les participants à l'étude. Quand certains ont été mobilisés pendant la Seconde Guerre mondiale et soumis à des examens médico-militaires, que fit le gouvernement ? Ils ont suspendu les hommes du service militaire pour cacher que le mauvais sang était la syphilis, qu'un traitement simple existait et ainsi préserver l'étude. Voyez jusqu'où ils sont allés, mes amis. Même une guerre mondiale n'a pas empêché le projet de laisser des hommes noirs tomber malades lentement. Une telle froideur donne la nausée, non ? Pour que tout fonctionne, ils avaient besoin de confiance. Parce que réfléchis avec moi, des médecins blancs disent au gouvernement se rendèrent dans la communauté noire pauvre en Alabama, dans les années 30 dans un endroit marqué par la ségrégation, le racisme, la violence, les lois Jim Crow, l'humiliation publique, la séparation des toilettes, des écoles, des bus, des hôpitaux. La relation entre la population noire et les autorités blanches n'était pas exactement une relation de confiance. Alors, ils ont utilisé une figure fondamentale dans cette histoire, l'infirmière Eunice Rivers. Eunice était l'une des rares infirmières noires à exercer dans la santé à cette époque et est devenue le visage familier de l'étude. Elle parlait avec les hommes, se rendait dans les maisons, aidait au transport, distribuait des médicaments, expliquait les procédures, rassurait les familles, et pour beaucoup de participants, elle n'était pas le gouvernement. Elle était la personne qu'ils connaissaient, la personne qui leur parlait, la personne qui semblait être là pour aider. Et c'est pourquoi son rôle reste si controversé aujourd'hui. Parce qu'en même temps qu'elle était aussi une femme noire, travaillant dans un système profondément raciste et hiérarchique, elle est devenue un élément essentiel pour maintenir ces hommes dans l'étude. Elle aidait à briser la glace, à diminuer la méfiance, à faire en sorte qu'ils reviennent. À ce jour, on ignore si Eunice savait pour l'étude et a aidé à tromper les patients ou si elle a juste servi à les contrôler. Pendant ce temps, les années passaient, des hommes mouraient, des épouses ont été infectées et des enfants naissaient avec la syphilis congénitale, transmise aux bébés pendant la grossesse par des mères tisans qui ignorent être malades. Des familles entières étaient touchées par une maladie qui aurait pu être facilement traitée. Mais pour les chercheurs, tout cela devenait des données. Les symptômes devenaient des notes. La douleur devenait un rapport. La mort devenait l'occasion de pratiquer une autopsie. Parce que c'était l'un des objectifs finaux, suivre les hommes jusqu'à leur mort et ensuite examiner les corps. C'est difficile d'en parler sans colère, n'est-ce pas, mes amis ? La médecine est là pour guérir, soulager, protéger des vies. Mais là, la vie de ces personnes a été traitée comme du matériel de laboratoire. Et le plus effrayant, c'est que cette étude n'était pas vraiment un secret enfermé dans un sous-sol. Elle circulait dans les milieux médicaux. Les gens savaient. Des professionnels étaient au courant. Des articles ont été publiés. Pendant longtemps, personne d'influent n'a agi. Des médecins et scientifiques ont longtemps remis en question.
des alertes et préoccupations éthiques ont été soulevées, mais l'étude a continué. Jusqu'à ce qu'un homme appelé Peter Buxton, employé du service de santé publique, apprenne ce qui se passait. Il a été horrifié. Peter a essayé de dénoncer cela en interne. Il a essayé d'attirer l'attention. Il a tenté de dire que c'était contraire à l'éthique, absurde, indéfendable. Et il a été ignoré. Il a fait ce que beaucoup n'osent que lorsqu'ils comprennent que le système ne se corrigera pas seul. Il a révélé l'affaire à la presse. En juillet 72, l'Associated Press a publié la dénonciation. L'histoire a été reprise par le New York Times. Et là, le scandale a finalement éclaté. Le public a découvert que pendant 40 ans, le gouvernement des États-Unis avait suivi des hommes noirs atteints de syphilis sans les traiter correctement. La honte est alors devenue publique et tout a changé. Certains crimes ne sont vus comme des erreurs qu'après leur parution dans le journal. Avant, c'est de la recherche. Après la une, c'est un scandale. Après la dénonciation, un panel d'experts a été formé pour revoir l'affaire. Ils ont conclu que l'étude était éthiquement injustifiable. Cette même année, en 72, l'étude a été arrêtée. Sur les 600 hommes qui sont entrés dans cette étude en croyant qu'ils recevèrent de l'aide, seulement 74 étaient encore en vie. Ensuite, les survivants ont reçu des soins médicaux, puis les épouses, veuves et enfants ont aussi bénéficié de programmes d'aide. En 1974, il y a eu un accord judiciaire de 10 millions de dollars. Mais dis-moi, comment peut-on mettre un prix là-dessus? Comment calculer la valeur de 40 ans de mensonges, d'une vie entière sans traitement? Des enfants naissent avec une maladie évitable. Des familles croyaient être aidées alors qu'elles étaient juste observées. Aucun argent ne réparera cela, n'est-ce pas, mes amis? Et tu sais combien de temps il a fallu au gouvernement américain pour présenter des excuses officielles? Plus de 2 décennies. Ce n'est que le 16 mai 1997 que le président Bill Clinton a reçu des survivants et des membres de leur famille à la Maison-Blanche et a présenté des excuses au nom du gouvernement des États-Unis. Il a dit que ce qui avait été fait était honteux, profondément mauvais, moralement inacceptable. Ce qui a été fait ne peut pas être changé, mais nous pouvons mettre fin au silence. Nous pouvons cesser d'ignorer. Nous pouvons vous regarder dans les yeux et enfin dire au nom du peuple américain que ce qu'a fait le gouvernement des États-Unis était honteux. Et je suis désolé. Lorsque les excuses sont arrivées, seuls 8 hommes de l'étude étaient encore en vie. Ils ont attendu si longtemps qu'il ne restait presque plus personne pour entendre les excuses, n'est-ce pas? Cette histoire a laissé une blessure bien au-delà de Tuskegee. Mais attends. Je voulais envoyer un bisou à Daniel Deparde, de São Paulo. Gros bisous. Encore aujourd'hui, lorsque l'on parle de la méfiance d'une partie de la communauté noire américaine envers le système médical, Tuskegee revient comme un fantôme. La population noire américaine reste aujourd'hui la moins volontaire pour les études scientifiques. Un deuxième rebondissement survient. Parce que si tu penses que Tuskegee était un cas isolé, une exception absurde, un chapitre unique, assieds-toi, c'est encore pire. Quelques années après l'invention de la pénicilline, entre 1946 et 1948, des chercheurs liés au gouvernement des États-Unis ont mené une autre étude, cette fois-ci au Guatemala. Ici, l'histoire fut encore plus maléfique et surréaliste. Là-bas, des personnes ont été délibérément infectées par des maladies sexuellement transmissibles, y compris la syphilis et la gonorrhée, sans leur consentement. Les victimes comprenèrent des prisonniers, des patients psychiatriques et d'autres populations vulnérables. Ils se rendaient littéralement dans les asiles et injectèrent la syphilis directement dans la circulation sanguine des patients. Ils disaient vouloir tester l'efficacité de la pénicilline et observer les réactions du corps humain à plusieurs infections simultanées. Tu y crois? Les histoires de cette étude sont horribles, et pour éviter de déplaire à Papa YouTube, je vais vous épargner ces atrocités. Ça n'en vaut pas la peine. Autrement dit, après tout ce que l'humanité venait de voir pendant la Seconde Guerre mondiale, après les expériences menées par les gens qui suivaient le petit Adolphe moustachu, après l'horreur des camps de concentration, des médecins américains menaient des expériences contraires à l'éthique sur des êtres humains vulnérables en Amérique centrale. Et cette histoire n'est apparue que des décennies plus tard, grâce au travail de chercheurs qui ont trouvé des documents archivés. En 2010, le gouvernement des États-Unis a présenté ses excuses au Guatemala. Mais encore une fois, des excuses après des décennies, n'est-ce pas? Quand le mal était fait, que de nombreuses victimes étaient mortes et que des familles entières en subissaient déjà les conséquences sans en connaître la cause. Et pour aggraver les choses,
le gouvernement du président Obama a refusé de verser une indemnisation aux familles des victimes, affirmant qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe en dehors des États-Unis et avec des citoyens d'un autre pays. Et c'est ici que l'hypocrisie devient impossible à ignorer. Après la Seconde Guerre mondiale, des médecins nazis ont été jugés pour les expériences brutales qu'ils ont menées sur des prisonniers. De ces procès est né le Code de Nuremberg en 1947, et la première règle était claire. Le consentement volontaire de la personne est absolument essentiel. Pour le dire le plus simplement possible, vous ne pouvez pas utiliser un être humain comme cobaye sans qu'il le sache. Vous ne pouvez pas mentir. Vous ne pouvez pas cacher le risque. On ne peut pas expérimenter sur quelqu'un parce qu'il est pauvre, vulnérable, prisonnier, malade, noir, étranger ou pour toute autre raison. Ce n'est pas scientifique, c'est de l'abus, un crime. Et alors, la question qui se pose est, comment les États-Unis ont-ils pu condamner des médecins nazis pour des expériences sur des êtres humains, alors que le propre gouvernement américain menait, soutenait ou permettait des études contraires à l'éthique impliquant des populations vulnérables, et c'est cette partie qui donne la nausée. Parce que l'histoire de Tuskegee ne concerne pas seulement la médecine, elle concerne le pouvoir, elle concerne ceux qui sont considérés comme vraiment humains, elle concerne ceux qui méritent d'être protégés, et elle concerne aussi ceux que le système pense pouvoir sacrifier au nom d'un soi-disant bien supérieur. Pourquoi cette excuse revient-elle toujours, n'est-ce pas ? C'est pour la science, c'est pour le progrès, c'est pour aider à l'avenir. Mais quand le progrès exige que vous trompiez des personnes pauvres, que vous cachiez des diagnostics, que vous refusiez des traitements et que vous attendiez qu'elles meurent, ce n'est pas du progrès. C'est de la cruauté pure et simple. Alors, celle-ci est pour les gens qui croient, mais le gouvernement ne ferait pas ça. Il le ferait, il l'a fait. Et ce n'est pas arrivé qu'une fois. Ce qui inquiète le plus, c'est que ce ne sont que les cas rendus publics. Imagine combien d'autres cruautés les détenteurs du pouvoir ont déjà pu commettre sans que nous ne le sachions jamais. C'est pour cela que des histoires comme celle-ci doivent être racontées. Ce n'est pas pour répandre une peur irrationnelle. Ce n'est pas pour dire que tous les médecins sont des méchants ou que la science est mauvaise. Bien au contraire, la vraie science doit être éthique. La vraie médecine a besoin de consentement. Les vraies recherches doivent traiter les êtres humains comme des êtres humains. Parce que lorsque la science perd son éthique, elle cesse d'être de la science et devient un outil d'oppression. L'expérience de Tuskegee a duré 40 ans de mensonges. 40 ans d'hommes pensant qu'ils étaient soignés alors qu'en réalité, ils étaient simplement observés. Et à la fin, la question n'est pas seulement de savoir comment cela a pu arriver. La question est, combien de personnes étaient au courant ? Combien de personnes ont signé des papiers ? Combien de personnes ont lu les rapports ? Combien de personnes ont regardé cela et se sont dit « c'est bon, continuez ». Parce que de telles atrocités arrivent rarement à cause d'un seul monstre. Elles se produisent de quand tout un système décide que certaines vies valent moins. Et c'est peut-être la partie la plus effrayante de toutes. C'était l'affaire Tuskegee, l'un des chapitres les plus honteux de l'histoire médicale des États-Unis et aussi du monde. Si ce sujet vous a plu, dites-le moi en commentaire si vous voulez voir d'autres cas similaires. Cette vidéo pourrait être la première d'une série sur la chaîne consacrée à des expériences réelles où des gouvernements ont utilisé des gens ordinaires comme cobayes. Eh bien, parfois la réalité est plus troublante que toute théorie du complot, n'est-ce pas ? Mais ici, ce n'est pas une théorie, c'est l'histoire. Alors si tu as aimé cette vidéo, laisse déjà ton like ici, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire et profitant pour partager ça. Surtout à ceux qui croient au gouvernement, partage ça tout de suite, d'accord ? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt, annulé. Le gouvernement qu'il aille se faire foutre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.